Je vais commencer. Euh, Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie, moi, de vous accueillir ici aujourd'hui dans cet espace à distance, mais qui n'est sans doute pas sans lien et sans continuité avec nos pratiques professionnelles quotidiennes. Alors, on va prendre une heure ensemble pour penser la vaste question des adolescents et des réseaux sociaux. C'est pas une nouvelle question, hein, elle nous anime déjà depuis longtemps, elle vous anime certainement également, mais aujourd'hui elle se pose autrement et certainement avec plus d'insistance, hein. En effet, tous les lieux de socialisation pour les adolescents sont fermés ou en tout cas fortement empêchés, ça dépend un petit peu des configurations territoriales. En Belgique, je pense qu'en France, c'est autrement, mais voilà, en tout cas, on sait que les lieux de socialisation sont fortement empêchés, l'espace public est nettement moins investi, et donc ces ados se retrouvent un petit peu dans un huis clos familial, et peut-être aussi laissés seuls derrière leurs écrans, confinés, j'ai envie de dire, derrière leurs écrans. Et le risque, peut-être pour eux, c'est d'y être aspirés, d'y perdre pied, de s'y perdre eux-mêmes, hein. On reçoit beaucoup de témoignages, d'inquiétudes des uns et des autres qui nous disent combien ils identifient pour les ados un repli sur eux-mêmes, un repli solitaire, une disparition parfois de soi, et aussi une agression de l'autre, peut-être dans le harcèlement, comme une manière d'essayer de trouver une place et de renouer avec quelque chose du sentiment d'exister. Alors tous ces actes, évidemment, ça nous pose question, nous en tant qu'adultes, professionnels à leur côté, comment renouer avec ces adolescents, comment continuer à les accompagner, finalement, en fait, comment se positionner en tant qu'adulte à leur côté. Alors, ça, ce sont toutes les questions qu'on va essayer d'aborder dans cette heure qui nous est ouverte avec Angélique cet après-midi. Alors, avant de plonger au cœur du sujet, je vais me présenter. Moi, je suis Claire-Anne Sevrin. Je coordonne le programme YAPACA. YAPACA, c'est un programme de prévention de maltraitance à la Fédération Wallonie-Bruxelles, au sein du ministère. Et nous y travaillons de manière transversale avec les différents secteurs du ministère, qui sont l'aide à la jeunesse, l'enseignement, le sport, la culture pour le secteur jeunesse, mais aussi les maisons de justice et l'ONE également. Et dans le cadre de ce programme, nous développons des outils que nous mettons à disposition sur le site de YAPACA, des petites capsules vidéo, mais aussi des podcasts, les webinaires, des textes et des livres édités dans la collection Temps d'arrêt. Tout ça, vous le retrouvez sur yapaka.be et on y traverse différentes thématiques de l'enfance, de l'adolescence et qui touchent également à la parentalité. Alors, actuellement, sur votre écran, vous voyez 3 des 7 membres de l'équipe de YAPACA. Il y a Laurane Baudelot, Diane Huppert et moi-même. Et nous sommes rejointes aujourd'hui par Angélique Gozlan. Alors, pendant le webinaire, vous ne verrez plus que Angélique Gozlan. Nous restons bien sûr connectés, mais vous ne nous verrez plus. Nous, on ne vous voit pas non plus. En effet, vos caméras ne sont pas activées, mais on voit que vous êtes connectés. Et nous sommes actuellement bien 120 dans cet espace. Alors, pour activer quand même l'interactivité entre nous, je vous propose d'utiliser la fonction Q&R, questions et réponses, qui se situe dans le bas de vos écrans. Moi, je serai attentive à ce que vous y déposerez et j'essayerai de transmettre au fil de la conférence vos réactions, vos suggestions, vos questions à Angélique. Et puis, on prendra également, s'il nous reste du temps, un petit échange en fin de conférence. Alors voilà, si vous avez des problèmes techniques, malheureusement, on ne sait pas vous aider, mais la conférence sera enregistrée et donc elle sera disponible dans peu de temps sur yapaka.be. Voilà, il me reste à vous présenter Angélique Gozlan, qui a accepté de travailler avec nous aujourd'hui. Alors Angélique est docteure en psychopathologie et psychanalyste. Elle exerce comme psychologue clinicienne en pédopsychiatrie et elle est également enseignante auprès d'éducateurs spécialisés dans une école à Paris.
Ces recherches portent notamment sur les impacts psychiques et relationnels de l'usage du numérique chez les adolescents. Et elle a écrit beaucoup de nombreux ouvrages sur cette thématique, dont un qui a été publié dans la collection Temps d'arrêt, qui est le harcèlement virtuel, que vous retrouverez en téléchargement sur yapaka.be. Voilà, Angélique, je te laisse la parole. Nous t'écoutons et puis j'essaierai de te renvoyer au fur et à mesure les questions qui émergent. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Alors c'est assez étrange de ne pas vous voir, mais surtout n'hésitez pas à m'interrompre via le chat. J'essaierai en effet de répondre à vos questions au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, on se rejoint pour parler réseaux sociaux et adolescence et notamment cyberharcèlement. Alors je vous propose, bonjour Jean-Pierre, je vous propose d'abord de voir très rapidement ce que c'est qu'un réseau social, même si finalement tout le monde le sait, mais on va reprendre un peu une définition. Et puis ensuite, on verra pourquoi les adolescents ont autant besoin de ces réseaux sociaux à l'heure d'aujourd'hui. Et on abordera une notion que j'ai appelée la désintimité, ce qui nous permettra d'entendre ce que sont les processus sous-jacents au cyberharcèlement. Et puis à la suite, on conclura sur la place des adultes, des professionnels dans la relation des adolescents aux réseaux sociaux. J'espère que ce petit programme très en short time va vous convenir. Alors, qu'est-ce qu'un réseau social? Alors initialement, un réseau social, c'est un groupe d'applications en ligne qui va se fonder sur la philosophie, la technologie du net, c'est-à-dire qu'il va permettre la création et l'échange de contenus générés par les utilisateurs. Ça, c'est très important puisque c'est sur ce principe que les plateformes se déresponsabilisent des contenus qui vont circuler sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, aujourd'hui, au niveau européen, il y a des discussions de fait sur cette responsabilité des plateformes, mais à l'heure d'aujourd'hui, puisque le contenu est posté par les utilisateurs, ça appartient aux utilisateurs, c'est à eux de se gérer entre eux. Les réseaux sociaux vont donc se caractériser d'abord comme la création d'un réseau de liens avec des individus qu'on connaît ou pas, d'ailleurs, ça vous le savez bien. En réalité, leur fonctionnalité est bien plus ample que la simple mise en lien ou la simple communication, puisqu'on va pouvoir se dévoiler, s'informer, communiquer avec ses amis, sa famille, etc., mais aussi draguer. C'est un des passe-temps favoris de nos adolescents. Et puis regarder le monde qui nous entoure via l'information qui circule sur les réseaux, même s'il s'agit de fake news. Alors, on voit que la notion de partage est fondamentale sur les réseaux sociaux. Il s'agit de se retrouver autour d'un intérêt commun, que ce soit un lien dit d'amitié ou un autre intérêt. Et puis, ceci va engager ce qu'on appelle une mise en visibilité de soi. C'est-à-dire qu'on va mettre en visibilité des contenus, des propos, des images, des idées, des parcours, etc., etc. Le profil de l'internaute va permettre à cet internaute de se raconter. Alors, ensuite, ce partage-là va créer ce qu'on appelle des communautés virtuelles. Ça, c'est un point, on y reviendra, qui est extrêmement important. Alors, bien évidemment, les sites de réseaux sociaux ont des chartes d'utilisation qu'on ne lit pas puisqu'on veut absolument y être, donc on va accepter sans les lire, et pour autant ça serait un outil de prévention, de pédagogie au numérique qui serait très intéressant d'utiliser, de lire, d'apprendre à lire ces chartes. Et un des points de ces chartes, c'est que finalement, ces réseaux sociaux sont accessibles seulement à partir de 13 ans. Ça, c'est vraiment la loi relative à la protection de la vie privée des enfants en ligne. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle des réseaux sociaux sur l'âge des utilisateurs. Et ça, c'est un point important aussi à souligner, puisque en tant que professionnel, en tant que parent, c'est aussi un des points à discuter avec son enfant et son adolescent. Alors voilà pour la brève définition des réseaux sociaux.
On constate aujourd'hui que l'usage est de plus en plus important des réseaux sociaux par les adolescents et encore plus avec cette période à répétition de confinement ou de couvre-feu. Alors, on va reprendre quand même quelques chiffres. En 2017, et je pense que ça a encore changé avec justement la période Covid, eh bien, il y avait 84% des 12-17 ans qui étaient inscrits sur les réseaux sociaux numériques. Les 18-24 ans y étaient engagés à 96%, hein, on est très proche des 100%. Ceux qui n'y étaient pas engagés, selon l'étude qu'on avait menée, eh bien, c'était des personnes qui avaient vécu des problèmes d'harcèlement, etc., ou qui étaient contre les objets connectés. Donc, c'est très peu de personnes. On peut noter que depuis 4 ans, eh bien, l'inscription des adolescents sur les réseaux s'est diversifiée et intensifiée puisqu'il y a de plus en plus de types de réseaux sociaux. Et bien évidemment, Facebook est un peu has-been maintenant, même s'il reste sur ce réseau-là. Mais ce qui prend largement la place, c'est Snapchat, Instagram, YouTube et depuis quelques temps, TikTok. Donc, on a vraiment, ce sont les applications les plus représentées pour les 15-17 ans, en tout cas à partir de 2018. Alors pourquoi les adolescents ont autant un tel engouement pour les réseaux sociaux et que vont-ils y chercher? Eh bien, c'est bien parce que ça va répondre à un besoin très précis en cette période de l'adolescence. Faut revenir, et vous le savez tous, je pense, sur le fait que l'adolescence est marquée par un grand remaniement, à la fois corporel, avec la venue de la puberté, mais aussi psychique, avec cette construction identitaire qui va bouleverser à la fois les repères sur notre appréhension du monde, notre appréhension de l'autre, de la relation sexuelle, etc., etc. Alors c'est un moment qui va être aussi un moment véritablement d'ouverture vers l'extérieur, vers ses copains, vers les pairs, afin aussi, vous le savez, de se séparer, de s'autonomiser de ses parents qu'on retrouvera autrement après. Et l'arrivée des réseaux sociaux là-dedans, eh bien, c'est formidable dans un premier abord, puisque ça va permettre à l'adolescent de trouver un espace en dehors du regard des parents pour s'expérimenter dans la relation aux autres. Et donc, les adolescents, au fur et à mesure, vont devenir ce que j'ai appelé des adolescents machiniques, c'est-à-dire des adolescents prolongés dans l'espace virtuel, mais aussi amplifiés par leur smartphone, puisqu'ils vont voir, grâce à ces objets connectés, leur capacité de communication, d'échange, de jeu, de partage, de recherche qui va se décupler. Alors, dans les groupes qu'on a menés de recherche sur notamment l'étude de l'impact des images trash sur Internet, les jeunes vont vraiment aborder les réseaux sociaux et Internet à partir de leur propre sujet d'intérêt. Ils vont profiter pour approfondir leurs connaissances dans des domaines qui vont être très liés à la recherche de soi. C'est-à-dire que ça va être des domaines dans le sport, dans la musique, dans le soin du corps, dans la découverte de cultures différentes, dans le suivi de super personnalités, hélas, quelquefois qui sont de la télé-réalité, mais en tout cas, voilà, ils vont aussi aller dans les réseaux sociaux pour approfondir leurs connaissances et leurs recherches pour eux-mêmes. Le deuxième point qui n'est pas anodin et qui va être vraiment très amplifié par cette période de confinement, ça va être que les réseaux sociaux vont leur permettre de tester leur relation à l'autre, de tester leurs limites et de tester aussi leur image de soi, qui va pouvoir être mouvante, multiple, en fonction des différents sites sur lesquels ils vont déposer leur profil. On voit certains adolescents qui ont plusieurs profils différents en fonction des plateformes utilisées. Ça, c'est important pour ce moment de construction identitaire, puisque l'adolescent va se construire dans le regard de l'autre. Donc, dans le réseau social, il y a soi avec son profil, et puis il y a la communauté virtuelle qui va aussi vous dire, eh bien ça j'aime de toi, ça j'aime pas, là ça va pas très bien, t'as les cheveux roses ou violets, ça j'aime pas du tout, etc. Et petit à petit, il va modeler son identité, son image de soi. C'est vraiment l'usage des réseaux sociaux par l'adolescent est aussi pour développer des formes de sociabilité
Et cette sociabilité, il faut l'avoir en tête, elle est dans la continuité des relations dans la vraie vie. C'est très très rare que la majorité de la communauté virtuelle de l'adolescent soit complètement déconnectée des copains de la vraie vie. Il y a un noyau qui est la vraie vie. Et cette sociabilité développée via les réseaux, elle a été d'autant plus importante pendant la période de confinement, puisque c'était le seul lien possible pour voir et pour échanger avec ses amis en dehors du foyer familial. Alors, les adolescents ne sont pas dupes et sont pas naïfs. Ils savent aussi très bien que les plateformes vont essayer de construire ce qu'on appelle une quantification de soi, c'est-à-dire avec le nombre d'amis, le nombre de vues, le nombre de followers, de likes, etc. Et ça va stimuler la compétition des égos. Cette stimulation de la compétition des égos, elle est importante aussi pour les adolescents puisqu'elle rentre en résonance avec leur quête narcissique dans une période de vulnérabilité. L'équation est un peu simple. Plus j'ai de likes, plus je suis aimable. On voit que ça a une valeur rassurante, même si ça, c'est complètement illusoire. On le verra par la suite. J'espère que ça va pour le moment. Tout le monde est OK? Très bien. Alors, le modèle aussi des plateformes, et ça, merci Laurent de répondre aussi. Le modèle des plateformes, c'est aussi d'intensifier la présence des internautes. Tout est fait pour qu'on publie plus, on voit plus de choses, etc., etc. Et ça va solliciter une injonction à la participation, à l'hyper-réactivité et à l'hyper-présence, d'où cette idée d'adolescent machinique. Cette hyper-présence, elle va aussi contrebalancer avec le sentiment de solitude de l'adolescent. Et ce sentiment de solitude, elle est liée à la période, quel que soit l'environnement de l'adolescent, puisque l'adolescent, vous le savez, eh bien, il se sent incompris du monde qui l'entoure, il se sent seul au monde, on a l'impression qu'il lui seul a tous ses problèmes. C'est pour ça aussi que c'est très important qu'il soit avec ses copains, puisqu'il se rend compte que finalement, non, tout le monde vit la même chose et que c'est bien rassurant. Donc, cette hyper-présence sur les réseaux vient contrebalancer le sentiment de solitude de l'adolescent. Alors, les adolescents qu'on a interviewés, eh bien, ils nous ont quand même noté un point important, c'est qu'ils sont très au courant que ce passe-temps de la publication à outrance, eh bien, c'est un passe-temps qui peut devenir risqué. Ils vont manifester, quels que soient les groupes sociaux, des inquiétudes élevées par rapport aux conséquences de leur propre publication. C'est-à-dire qu'ils ont noté que les réseaux sociaux pouvaient être un environnement doublement menaçant, à la fois pour les images qui y circulent, c'est-à-dire qu'ils peuvent être exposés à des images de violence, de haine, de crudité sexuelle avec la pornographie, et ces images-là, ils ne les ont pas forcément cherchées et ça va les choquer. Le deuxième point menaçant pour eux, c'est que quelquefois, ils vont publier des publications. Pour eux, c'est complètement anodin et pour autant, ça va les mettre en danger. Et donc, ils savent que quelquefois, eh bien, ça peut déchaîner des commentaires haineux, détruire une réputation, mais ils n'ont pas très bien cerné ce qui, dans cette publication, va impliquer ce phénomène-là. Donc, ils ont conscience, on n'a pas des adolescents complètement déconnectés de ce qui se passe et des risques des réseaux sociaux. Alors, ce qui me semble important d'avoir en tête quand on accompagne les ados, quelle que soit notre place, c'est que vraiment, le smartphone va prolonger la vie de l'adolescent. C'est comme si finalement, il allait se constituer un petit moi virtuel. C'est-à-dire que son moi à lui, va se projeter, une petite partie va se projeter sur ses réseaux sociaux. Et ça, vous l'avez peut-être d'ailleurs un petit peu entendu, moi je l'ai souvent entendu en thérapie, à un moment donné, l'adolescent a vécu le jour horrible de la punition suprême de l'interdit du téléphone par les parents. Alors là, la réaction des ados est quasi unanime. Mes parents me volent ma vie, c'est la dépression assurée. Et là, on entend à quel point dans cette machine virtuelle, c'est-à-dire cet objet connecté à Internet, eh bien, se trouve une part de leur vie, un prolongement de leur vie intime, de la vie du collège, des amis, en dehors des parents, et que ça prend une fonction vitale pour l'adolescent.
Et donc là, il y a quelque chose à entendre pour nous, que l'adolescent n'existe plus sans la machine, et même si c'est effrayant pour l'adulte, il va falloir le penser avec ça. Alors, ça nous amène, ce prolongement de la vie intime, à penser un point qui me semble, moi, très important, c'est que l'arrivée des réseaux sociaux a complètement bouleversé la limite entre le public et le privé. Dans quasiment tous les réseaux d'ailleurs, le public est mis par défaut, et c'est logique, puisque vous êtes sur un réseau social. Donc, c'est un lieu de partage. Il faut donc paramétrer son compte pour le privatiser. Les réseaux sociaux poussent au dévoilement de soi, à l'expression de soi. Je vous rappelle que le mot d'ordre sur Facebook pour les vieux comme moi, c'est « exprimez-vous ». Sur Twitter, c'est aussi un petit peu vieux maintenant, c'est « quoi de neuf ?» Et sur Snapchat, c'est « la vie est plus intense quand on la vit dans l'instant en proposant de poster un snap ». Et sur TikTok, on vous propose une application pour créer, je cite, des contenus amusants et mémorables à partager avec le monde entier. Que demander de plus? Être connecté, hyper connecté, en se montrant à tous internationalement. On voit la mégalomanie de ces applications. Alors, on peut noter quand même que la majorité des adolescents sont conscients des paramétrages de compte, mais le problème, c'est que leur quête identificatoire va les pousser quelquefois à se montrer dans l'excès et à n'importe qui, d'autant plus qu'il y a une part d'Internet qu'on ne maîtrise pas très bien. C'est-à-dire que ce soit le traitement de nos données, mais ce soit la capture d'écran ou la capture d'image par un autre, etc. Il y a des échappées sur Internet qu'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est aussi un effet de l'interactivité qui est inhérente à ces sites de réseautage. Je me mets en réseau, je me mets en lien, donc j'ai de l'interactivité, donc je ne maîtrise pas tout. Alors, les publications des adolescents vont dévoiler une partie de leur intimité ou celle d'un autre. Ce sont ces fameux comptes ficha, par exemple, et ceci de façon plus ou moins maîtrisée. Et donc, ce passage de la vie intime à la sphère sociale, je l'ai nommé la désintimité. C'est le moment où finalement un sujet va poster un élément d'intime sur le réseau, et ce passage-là, ce passage opère une dépossession d'une part de son intimité, puisque cette intimité, à partir du moment où elle est sur le réseau, elle est mise à la vue de tous, et elle n'appartient plus à l'adolescent seul, mais elle appartient au réseau, et donc tout le monde peut interagir sur ce bout d'intimité. Cette intimité, donc, qui est mise à vue, devient collectif, d'où le terme de désintimité, de dépossession de l'intimité. Alors, ce moment de désintimité, vous entendez à quel point il peut fragiliser l'adolescent, puisqu'il est dans l'attente d'un regard sur lui pour certifier ce qu'il est. Dans ce moment-là de dépossession, la fonction de l'intimité, qui est une fonction de protection, n'opère plus. On est vraiment aux prises avec la communauté virtuelle. Et donc, on est aux prises avec de possibles intrusions et de possibles emprises de l'autre. Alors, ça, c'est vraiment important, et ça ne concerne pas que les adolescents, malheureusement. Il y a aussi des adultes qui déposent des choses intimes et qui se retrouvent captés dans leur intimité. La spécificité de l'adolescence, c'est que face à cette dépossession, il peut y avoir un impact positif ou négatif sur la construction du moi du sujet, puisque c'est un moment de remaniement sur sa construction identitaire. L'impact va toucher le moi du sujet. Si on est face à une communauté bienveillante, il va se sentir beaucoup plus narcissisé, il va prendre de l'assurance, de l'estime de soi. Si au contraire, il est face à une communauté malveillante, il va y avoir un trou dans son petit moi qui va opérer presque comme un trauma. On pourra en parler après avec le cyberharcèlement. Donc, ayez conscience, ou on l'a bien conscience, que être présent sur la toile, c'est prendre le risque de se voir dépossédé d'une partie de soi. Et ceci, c'est fonction de l'investissement du jeune sur les réseaux. Est-ce qu'il a bien paramétré son compte? Est-ce qu'il réagit aux commentaires? Est-ce qu'il supprime ce qui dérange? Est-ce qu'il signale? C'est aussi fonction de la communauté virtuelle. Est-ce qu'elle est sympathique? Est-ce qu'elle est néfaste? Mais aussi de la fragilité psychique de l'adolescent en fonction de l'environnement dans lequel il vit.
Alors, un de ces risques aujourd'hui, vous le savez, c'est le cyberharcèlement. Alors, j'aimerais quand même poser quelque chose, c'est que aujourd'hui, on diabolise énormément autour de cette question du cyberharcèlement. On ne peut pas tout diaboliser, sinon on ne peut plus travailler avec les adolescents, puisque je vous l'ai dit, les adolescents se prolongent dans ces réseaux sociaux. Donc, il faut aussi avoir en tête, et ça a été l'objet de mon premier livre sur l'adolescent face à Facebook en jeu de la virtuelle essence, les réseaux sociaux peuvent être de formidables lieux de créativité qui vont permettre à l'adolescent d'étayer la pulsionalité qui l'habite, d'étayer ses remaniements narcissiques et aussi de faire l'expérience de relations avec l'autre avec un peu de protection. Hein. Ça peut aussi être ça, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va s'intéresser au versant dark, pour reprendre les termes un peu web, c'est-à-dire à quelque chose où les espaces virtuels deviennent des espaces de la haine. Alors, quand j'ai présenté ma thèse en 2013, il y avait très peu de personnes qui connaissaient ce phénomène. Les médias n'en parlaient pas. On ne parlait pas de cyberharcèlement. Aujourd'hui, il ne se passe pas une seule semaine sans que la presse relate une histoire de cyberharcèlement, de violence issue de la haine en ligne ou de suicide d'adolescents face à l'insupportable d'un harcèlement qui a été décuplé par Internet. C'est donc un phénomène qui est en corrélation avec la société numérique. Le cyberharcèlement, pour autant, c'est simplement, je dirais simplement, c'est minimal comme terme, mais une des formes du harcèlement. Et le harcèlement existe depuis de nombreuses années. Il se couple très souvent au harcèlement scolaire. Alors, pour parler du harcèlement en général, il y a 3 critères qui doivent être présents simultanément. L'intentionnalité, je veux faire du mal. La répétition, je répète mon intentionnalité. Et la relation d'emprise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je deviens dépendant du bon vouloir de cet autre, du harceleur. Ça, c'est pour tous les harcèlements. Donc l'intentionnalité, la répétition, la relation d'emprise. Le principe du cyberharcèlement, c'est la diffusion immédiate, instantanée, répétitive d'un ou plusieurs éléments intimes sur la toile, sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, le cyberharcèlement opère sur les réseaux sociaux par l'humiliation, la diffamation, l'usurpation d'identité, le partage de vidéos, de photographies intimes compromettantes. Alors, il y a plein de moyens d'action pour ça. Le happy slapping, c'est-à-dire ce qu'on diffusait des vidéos où on route-coupe quelqu'un, par exemple. Ça peut être le flaming, la diffusion de messages diffamatoires. L'outing, c'est-à-dire ce qui est le plus connu, c'est le sexting, c'est-à-dire que je diffuse des contenus à caractère sexuel ou intime sans la permission de la personne. Il y a aussi l'usurpation d'identité avec la mascarade. Et puis, il y a ces fameux dossiers dont on entend tous parler, qui sont ces dossiers d'abord constitués pour rire entre copains, qui vont rassembler des clichés compromettants, des captures d'écran, des selfies, etc. Et puis qui vont être divulgués suite à un désaccord, une rupture ou une inimitié. Donc ces dossiers-là, c'est aussi ce qui va nourrir ces fameux comptes ficha, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui. Alors, ceci va être initié par une personne ou plusieurs personnes, mais surtout, ça va être relayé par la communauté virtuelle. Concrètement, il y a par exemple une personne qui se saisit d'une image, soit par capture d'écran, soit insidieusement pendant un acte sexuel. On va filmer l'acte sexuel sans forcément d'ailleurs demander l'autorisation, mais on est pris dans l'action, hop, on filme. Soit d'une publication anodine d'un sujet, donc on capte quelque chose et puis ensuite on le diffuse sur les réseaux à l'ensemble de la communauté virtuelle qui va ensuite commenter, repartager, etc. sur ce post. Donc, le harcèlement virtuel va participer à la fois à un harcèlement indirect, c'est-à-dire qu'il va propager une rumeur, ce qui va aussi favoriser l'isolement, et à un harcèlement direct, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un retour dans la réalité par le harcèlement scolaire ou moral. Ce
qui est important aussi à entendre dans le cyberharcèlement, par rapport à des réponses d'endiguement de ce phénomène, c'est qu'il y a 2 critères qui distinguent le harcèlement traditionnel du cyberharcèlement, c'est l'anonymat et l'impossible fuite. Cette nouvelle forme d'intimidation, eh bien, elle a cette spécificité qu'elle peut survenir partout, à tout instant, sans qu'on puisse vraiment déterminer quelquefois la source, d'où ça provient. C'est-à-dire qu'auparavant, quand on était harcelé au niveau scolaire, c'était dans la cour de récréation. Aujourd'hui, on rentre chez soi, on est continuellement agressé, de jour, de nuit, quand on est dans sa chambre avec ses parents, n'importe qui, ça continue perpétuellement. Donc la zone de sécurité du jeune, eh bien, n'existe plus. Il n'y a plus du tout de zone de repli. Une autre caractéristique du harcèlement virtuel, et c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de harcèlement virtuel et pas de cyberharcèlement, même si le terme cyberharcèlement est très fonctionnel, il n'y a pas de souci, mais pour moi, le terme de harcèlement virtuel a tout son sens, puisque quand on reprend le terme de virtuel au niveau philosophique, eh bien, c'est ce qui existe en puissance. C'est ce qui n'est pas actuel, c'est virtualisé. Or, et c'est la différence, justement, c'est que le virtuel, quand on reprend Deleuze, le virtuel a une pleine réalité. Et ça, c'est très important, parce que le harcèlement virtuel a une pleine réalité. Il a des impacts dans la réalité quotidienne de l'adolescent, mais aussi dans ses émotions, dans sa vie psychique, dans ses relations. Donc, vraiment, le harcèlement virtuel n'a rien de virtuel. Il est extrêmement réel. Et c'est bien le paradoxe, et les adolescents ont du mal à entendre ce paradoxe, puisqu'ils vont, les agresseurs par exemple, dire « mais madame, c'est pas la vraie vie, on est sur un autre espace, c'est pas pareil ». Bah si, c'est la vraie vie. Oui, tout à fait. Virtuel veut dire n'existe pas, ça veut dire, alors pas n'existe pas, mais ça veut dire que ça existe en puissance. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui est potentiel. C'est ce que Aristote disait, c'est-à-dire la graine, eh bien, je peux imaginer qu'elle va devenir un arbre. Et c'est bien ça, je pense aussi notre j'allais dire devoir d'éducation au numérique, c'est de faire entendre aux adolescents que on a beau dire que dans le numérique le virtuel n'existe pas ou qu'en philosophie ça existe en puissance, eh bien on voit bien dans notre expérience du virtuel en tant qu'être humain et en tant qu'adolescent, que quand tu as une publication qui se fait commenter de manière positive, et ben tu es super content, et ça c'est un vrai sentiment, c'est réel. Et quand tu te fais agresser sur un réseau social, et ben ça te fait de la peine, tu es triste, tu peux même avoir honte, tu peux te sentir coupable, et ça ce sont des vrais sentiments. Et ça c'est aussi notre place d'adulte que de faire cette différence entre les mots et leur définition abstraite finalement et le concret de la situation. Mais est-ce qu'on peut dire Oui. du coup que en fait c'est un espace, un lieu de vie comme un autre, comme aller à l'école, comme aller faire du sport, comme rencontrer les copains au parc. Est-ce que justement ces espaces de réseau ne sont pas à penser comme les autres espaces? Je pense que oui, c'est à penser comme les autres espaces. Et plus on le pensera comme un autre espace où les règles de vie quotidienne s'y appliquent, tout comme on va au club de foot, eh bien, même si le terrain de foot peut être un lieu de décharge où on va insulter ses camarades de l'autre clan, enfin de l'autre club, etc. On a un respect mutuel, on est en équipe, on travaille ensemble et on va pas se pourrir. Voilà, ça c'est des règles de vivre ensemble. Eh bien, ça s'applique aussi en effet dans ces espaces de vie. Donc oui, c'est pour ça que penser les réseaux sociaux comme un prolongement de la vie de l'adolescent, ça me semble tout à fait cohérent par rapport à justement appliquer ce qui se passe dans notre vraie vie dans ces espaces-là. Alors, juste, je reviens un peu je refais la boucle sur le harcèlement virtuel.
Ce qu'on note aussi, hein, c'est que ça porte vraiment sur le dévoilement d'un fait. Alors, peut-on dire, j'ai pas vu la question. Peut-on dire qu'être confronté au virtuel, c'est se cogner au réel? Ah, c'est une très belle expression. Alors, on pourrait dire que c'est alors se cogner au réel. Je pense qu'on se cogne tous au réel, mais que ça peut aussi, c'est justement, voilà, c'est une belle expression et en même temps, elle est, il me semble, trop dans un sens, c'est-à-dire que euh, euh, c'est pas simplement se cogner au réel, les réseaux sociaux, c'est aussi entendre que on peut être créatif dans les réseaux sociaux. Ça peut aussi développer notre créativité au sens winnicotien du terme, c'est-à-dire cette créativité qui est présente dans le quotidien, même quand je mange quelque chose, il y a de la créativité. Donc voilà, c'est pas simplement cogner, hein, parce que là, ça voudrait dire que vraiment à chaque fois on s'en prend dans la figure, hein, on se prend des coups et c'est pas agréable. Ça peut être agréable. Et c'est aussi comment finalement, en mettant en lumière ces côtés agréables, eh bien, on peut aussi assurer à l'adolescent qu'on entend pourquoi il y va et que c'est pas mal et que du coup les adultes ils y comprennent rien parce que pour eux les adultes ils comprennent pas pourquoi j'y suis sur les réseaux sociaux parce qu'ils trouvent que c'est nul, que c'est que des risques, etc. Non, il y a aussi quelque chose d'agréable dans les réseaux sociaux. Il y a un choix éthique et non moral. Alors, pareil, il y a du moral et ça c'est hyper important, c'est ce sur quoi je veux venir aussi. Le problème dans le cyberharcèlement, c'est que souvent on a l'impression que les lois morales ne s'appliquent pas. Or si ça s'applique. Hein, ça s'applique, c'est-à-dire que quelqu'un qui dit mais moi je suis sur les réseaux sociaux, je m'en fous hein, parce que ma censure a été levée, parce que je suis derrière un écran, que je m'anonymise, que j'ai l'impression que c'est pas la vraie vie ce qui se passe sur un espace virtuel, donc je peux faire tout ce que je veux et je ne suis pas soumis à la loi qui est celle de la vraie vie entre guillemets. Eh bien c'est faux. Hein, c'est vraiment faux. Et ça aussi, je voulais y venir après, hein, ça fait partie des processus sous-jacents au cyberharcèlement. Et ces processus sous-jacents, c'est là-dessus aussi qu'en tant que professionnel, on peut travailler. Alors, juste, j'avance un peu. C'est-à-dire que la majorité des cas de harcèlement virtuel portent sur des faits sexuels, sexistes et sexués. Et donc, ils vont porter aussi sur la différence, hein, c'est-à-dire si j'ai une différence de handicap, une particularité physique, ne serait-ce que parce que j'ai un nez plus gros que les autres ou je ne sais quoi, une différence sociale, culturelle, intellectuelle, relationnelle. Quand je parle de différence relationnelle, c'est par exemple, j'ai eu ma première relation sexuelle alors que je suis au sein d'un quartier où on ne fait pas l'amour avant le mariage, par exemple. Ça peut être l'objet de harcèlement. Les filles sont plus concernées par le harcèlement virtuel et ça, voilà, c'est lié aussi à la manière dont elles occupent la place des réseaux sociaux. Les garçons peuvent aussi être concernés sur des profils qui vont être plus timides, avec des compétences intellectuelles fortes, des physiques frêles par exemple, hein, et pareil avec des différences comme un handicap ou une particularité physique. L'enjeu vraiment du harcèlement, vous le savez, c'est l'humiliation sans fin et l'annihilation du sujet. Ça, c'est important parce que c'est aussi une manière pour nous d'interagir, c'est-à-dire de pouvoir séparer le harceleur de la personne harcelée, hein, de la victime. Et on verra comme c'est très complexe dans le cyberharcèlement de pouvoir différencier les différentes places de chacun. Alors, l'issue, hein, c'est toujours la même pour la victime. Le déménagement, le changement d'établissement, les conséquences psychiques sont très, très graves puisque on va de la perte de l'estime de soi à la dépression grave jusqu'à la phobie sociale, en passant par la phobie scolaire. Les cas les plus graves, c'est le suicide, bien sûr. On n'a pas d'études sur le nombre de suicides impliqués par des situations de cyberharcèlement à l'heure d'aujourd'hui, mais ce que ça nous donne à penser, c'est vraiment que le réseau social peut devenir une arme de destruction d'un individu.
Alors, les recherches, en tout cas actuelles, montrent que le cyberharcèlement vraiment a des conséquences beaucoup plus importantes au niveau psychique et relationnel que le harcèlement classique, puisque, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de fuite possible. Alors, les périodes de confinement ont amené à augmenter l'hyperprésence des adolescents sur les réseaux sociaux pour s'évader du foyer familial. Et il est important d'entendre que c'est pas seulement cette hyperprésence qui fait qu'il y a eu plus de cyberharcèlement, mais c'est aussi parce que ces espaces virtuels sont des surfaces de projection pour les adolescents. Alors, ils vont y projeter ce qu'ils aimeraient être, ils vont y projeter ce qu'ils désirent, bien entendu. Ah, c'est ce fameux petit moi virtuel dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va être modelé selon ses envies, au gré des états d'âme aussi de l'adolescent. Mais en cette période de Covid, ça a aussi été une surface de projection de l'ennui, de la colère et de la frustration des adolescents. Et le problème, c'est que quand on projette sa frustration, sa colère sur les réseaux sociaux, peut-être que l'adolescent va faire le choix de taquiner quelqu'un sur un réseau, sauf que la taquinerie sur le réseau n'a pas du tout le même impact que la taquinerie dans le face-à-face en présentiel. Donc, la force de propagation de l'agressivité est beaucoup plus grande dans les espaces virtuels. Et pour comprendre cela, il faut vraiment entendre ce que je vous disais tout à l'heure, les trois enjeux alors, ce que je remarque, c'est le manque de recul dans les réseaux. Oui, tout à fait. Parce que justement, donc il y a cet effet des trois enjeux sur les réseaux sociaux qui vont être l'altérité virale, et ça vient répondre, Laurent, à ce que vous dites, tout va trop vite, c'est la viralité. Le deuxième enjeu sous-jacent à la haine sur les réseaux sociaux, c'est la groupalité virtuelle. Et enfin, le troisième enjeu dont je vous ai déjà un peu parlé, c'est la désinhibition. Ces trois points-là vont amplifier l'agressivité et accroître les conduites, les conduites néfastes sur Internet. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'altérité virale ? Eh bien, c'est véritablement le moment où un autre va utiliser la viralité, c'est-à-dire la viralité, c'est cette diffusion très rapide, à grande échelle, d'un contenu sur Internet. Ça fonctionne comme un virus. Alors, on est en plein dedans avec le Covid, mais les réseaux sociaux vont fonctionner sur ce principe-là. C'est-à-dire que vraiment viral, ça renvoie étymologiquement au terme de virus. Et donc, l'altérité virale, c'est la contamination de l'espace virtuel d'un profil du sujet par un autre, comme un virus informatique. Et donc, par prolongement, c'est la contamination du sujet lui-même, puisqu'on se prolonge dans notre réseau social. Donc, cette altérité virale va impliquer un phénomène d'accaparation de l'intime et de diffusion à outrance au sein de la communauté virtuelle. Alors, je vois pas toute la question, mais sûrement qu'on y reviendra après. Et donc, du coup, le but du virus, c'est un peu comme le malware. Quand vous avez votre ordinateur allumé, vous êtes en train de rédiger votre compte-rendu hyper important pour le juge ou je sais pas quoi, et puis tout d'un coup, votre Word plante parce qu'il y a un virus qui est arrivé. C'est ce qu'on appelle les malwares. Et bien là, ça fonctionne exactement de la même manière. L'autre viral va contaminer votre espace virtuel dans le but de vous détruire. Alors, l'Amanda Todd, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est cette première adolescente dont le cyberharcèlement a été rendu public, qui s'est suicidée suite au cyberharcèlement. Eh bien, elle décrit bien ce phénomène. Elle décrit qu'elle a été poursuivie par son harceleur sans relâche. Il la retrouve sans cesse. À chaque fois, elle change d'établissement. À chaque fois, il retrouve son groupe d'amis et il rediffuse l'image de ses seins sur ses groupes d'amis, sur ses profils. Et elle va dire « Je suis coincée. Que reste-t-il de moi maintenant ? Rien ne s'arrête. » Rien ne s'arrête. C'est vraiment ça, la viralité s'associe à cette propagation complètement infinie et néfaste.
Alors, cet autre qui va prendre le contrôle du sujet va lui causer bien sûr des dommages irréversibles. On est vraiment dans des situations d'emprise mentale et dans des situations qui peuvent s'analyser aussi du point de vue du traumatisme ensuite dans la prise en charge de ces adolescents qui ont été harcelés via le virtuel. Alors, le deuxième point qui est très important, c'est la groupalité virtuelle. Et ça, on commence à en parler, mais on en a très peu parlé, en tout cas à l'époque où j'ai commencé à mettre en lumière ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a exactement les mêmes phénomènes de groupe dans les espaces virtuels qu'en présentiel. C'est-à-dire que le deuxième vecteur de la haine sur les réseaux sociaux, c'est vraiment cette ampleur que prend le groupe pour interagir rapidement, spontanément, immédiatement, et avec des phénomènes qui s'apparentent à l'élection d'un bouc émissaire. On s'unit tous autour d'une personne qui va catalyser l'agressivité du groupe. Il va y avoir une contagion des sentiments qui est vraiment propre à l'élan groupal et qu'on trouve dans les groupes en présence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous ressentent la même chose. On déteste tous la même personne alors même qu'elle nous a rien fait en vrai. On va être dans l'indifférenciation des individus et de la pensée, et ça, vous le voyez vraiment sur les réseaux, puisque sur 500 commentaires, on perçoit plus du tout qui est qui a initié le mouvement, d'où ça vient. Il y a quelque chose vraiment qui se massifie et s'intensifie aussi dans ces réseaux. Et aussi, ce qui est aussi très inquiétant, c'est ce qu'on appelle la versatilité du groupe, c'est-à-dire que tout d'un coup, avec un tout petit signal, eh bien, le groupe peut basculer de l'amour à la haine en très peu de temps. Et donc, ces phénomènes-là, ils sont vraiment visibles aussi sur Internet. Le troisième mécanisme sous-jacent au cyberharcèlement, on en a un peu parlé, c'est la levée des inhibitions, c'est-à-dire que être derrière un écran va développer un sentiment de protection, parce qu'on peut être anonyme, parce qu'on est perdu dans la masse, parce qu'on a l'impression que c'est pas la vraie vie. C'est ce qu'on appelle une désinhibition toxique, c'est-à-dire que la censure est levée et qu'on laisse place à des actes de violence, de haine, qui n'ont absolument rien à voir avec le développement personnel positif. C'est vraiment, on jouit de la décharge de son agressivité, on va jouir de faire du mal à l'autre, sans vraiment comprendre finalement l'impact réel qui s'y joue. Donc c'est ce qu'on appelle la désinhibition toxique. À ceci va vraiment s'ajouter un effacement de toute figure d'autorité sur Internet, du fait de cette impression d'être ailleurs, dans une autre vie où la morale et le droit ne feraient plus loi. Et donc cette absence de sanctions, ce caractère diffus d'espace virtuel va vraiment accroître les inconduites. Et souvent, on voit que finalement, la loi, elle revient de l'extérieur, c'est-à-dire une maman qui s'est rendue compte que son enfant était harcelé, eh bien, c'est elle qui va aller porter plainte dans la vraie vie ou qui va signaler, etc. Mais il y a vraiment quelque chose d'une illusion que finalement, les droits et devoirs sur Internet ne sont pas les mêmes que dans la vraie vie. C'est ce qu'on appelle une déréalisation, mais ça va aussi avec, et ça il ne faut pas l'oublier, avec la banalisation de la violence ambiante et quotidienne que vivent les adolescents aujourd'hui, notamment dans certains secteurs. Nous, ce qu'on appelle les zones d'éducation prioritaire, par exemple, où la violence est banalisée, on se traite de gros, on se tacle, on se fait des petits trucs sur la tête, etc. C'est pour rire, mais n'empêche que c'est de la violence. Alors, bien sûr, dans ces perspectives, le sujet n'a pas du tout l'impression de transgresser, et c'est comme s'il perdait son sens moral et critique. En effet, les médias surajoutent à la visibilité de la violence. Ça, on l'a bien vu notamment depuis d'ailleurs les attentats où, en France en tout cas, ils ont absolument augmenté la psychose autour de tout ça. Et alors c'est là, parce qu'on parle des médias, de la politique, etc., sur ce commentaire, mais d'où l'importance de l'éducation au numérique et aux médias et à l'image quand on est professionnel. C'est pas simplement numérique, c'est aussi aux médias.
Alors, il y a aussi un autre versant hein, quand on parle de désinhibition ou de lever des lois, etc., sur les espaces virtuels, c'est que quelquefois, l'adolescent va chercher à appeler le regard coûte que coûte. Et quelquefois, pour appeler le regard coûte que coûte, ça va être d'être dans l'exhibition, la transgression, l'agressivité. Et du coup, on va presque des fois frôler la perversion, c'est-à-dire essayer d'aller chercher la stupeur, d'aller chercher l'effroi, d'aller chercher la honte chez celui qui regarde. Hein. Et donc ça peut être aussi assez problématique dans la façon dont on gère nos espaces virtuels. Alors, pour conclure, on va parler bien sûr de la place des professionnels dans cette relation. Comment on peut intervenir dans l'usage des jeunes et des réseaux sociaux, comment ne pas être intrusif, mais comment ne pas être trop loin non plus, comment on veut accompagner les familles dans les usages des réseaux sociaux auprès des adolescents, comment on peut sensibiliser mais pas dramatiser hein, ces questions, puisqu'on peut avoir très vite tendance à dire que c'est l'horreur. Eh bien, tout ça ces questions vont être fonction des situations. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le cyberharcèlement à l'heure d'aujourd'hui n'est plus lié à un profil psychologique type, mais à un profil de situation. C'est-à-dire que il va falloir essayer de penser en tant que professionnel à cette situation de cyberharcèlement qui met en présence un harceleur avec sa propre histoire, une victime avec ses propres difficultés, un groupe scolaire, un climat scolaire, un corps enseignant, d'autres adultes présents dans l'environnement de chacun, parents, éducateurs, assistants sociaux, etc. Cette concordance des multiples facteurs, et notamment de la fragilité de chacun, que ce soit au niveau institutionnel ou individuel, eh bien, peut induire le harcèlement. Alors, pourquoi on parle de situation aussi, de profil de situation, c'est qu'aujourd'hui, avec la malléabilité d'Internet, eh bien, le harceleur peut tout d'un coup être diffus, prendre les témoins, prendre la place du harceleur. La victime, à un moment donné, peut devenir elle aussi harceleuse. La victime peut être quelqu'un de complètement lambda hein, qui ne s'est jamais fait remarquer dans son groupe scolaire, mais qui d'un coup, parce que elle a envoyé un nude, et ben elle va être harcelée, etc. En fait, chacun sur la scène des réseaux sociaux peut transmuter son identité. Donc du coup, c'est aussi important d'avoir en tête hein, comment on va analyser cette situation. Voilà, donc, comment analyser? Donc ça va être par exemple avoir une lecture situationnelle, hein, c'est quels sont les acteurs impliqués, d'où viennent-ils, quel est leur environnement familial, quel est leur environnement scolaire, quel est le climat scolaire du moment, comment le climat du groupe classe opère en ce moment, est-ce qu'on a un contact régulier avec les parents, faire une analyse comme ça peut permettre d'entrevoir des pistes de travail avec les jeunes, avec le corps enseignant, avec les parents, avec les différents acteurs hein, qui entourent l'adolescent. Alors bien sûr, ça c'est un peu facile parce que il y a quand même une grosse complexité de la place des adultes dans cette situation, à la fois parce qu'on parle d'adolescence et que c'est difficile de cerner ce qui est de l'ordre du comportement adolescent, d'une souffrance type harcèlement, puisque les signes cliniques sont très proches les uns des autres. Il y a aussi une fracture numérique qui fait que on est dans un gouffre générationnel entre les adultes et les adolescents qui se comprennent pas forcément. Et il y a aussi surtout un sentiment de honte, de culpabilité chez les jeunes qui sont victimes de harcèlement, qui ont du mal à se tourner vers les adultes pour parler des questions relatives au sexuel. Mais pourtant, il faut qu'on reprenne notre place d'adulte auprès de ces adolescents parce qu'ils ont besoin de nous. On a tendance à l'oublier. Les adultes permettent aussi la construction identitaire de l'adolescent et ont complètement un rôle à jouer pour enrayer ce harcèlement. Ah ben oui, mais bien sûr, mais ça passe d'abord par les parents et ça, j'y reviendrai. En effet, vous avez tout à fait raison. Alors juste très rapidement, parce que je vois que l'heure tourne, juste je vous donne deux pistes très rapides. Le premier levier, ça va être l'empathie.
hein, c'est-à-dire autant chez le groupe de pairs que chez le groupe d'adultes, c'est-à-dire vraiment travailler sur des outils qui vont favoriser l'empathie entre chaque membre du groupe. Moi, j'avais l'exemple d'un jeune que j'ai suivi en thérapie qui était victime de harcèlement et qui va voir son prof principal qu'il aimait beaucoup hein, d'ailleurs et qui il se plaint de sa situation de harcèlement et son prof, pensant bien faire, lui dit ça va passer. Ça va passer, t'inquiète pas. Sauf que là, il n'y a pas la réponse émotionnelle adaptée à ce qu'il est en train de vivre. Et ce jeune, il repart avec le sentiment d'être incompris. Il se sent complètement désespéré parce qu'il n'a pas eu la réponse empathique attendue. Hein. Et donc, in fine, il va finir par me dire, mais moi, de toute façon, je ne peux pas faire confiance aux adultes. Donc, l'empathie, c'est un des premiers leviers. Le deuxième levier, c'est la mobilisation. La mobilisation, elle passe par le groupe. Hein. Alors, le groupe des adultes entre eux, hein, c'est-à-dire du corps enseignant, des éducateurs, des parents, faire des interrelations entre eux, mais ça peut aussi être par la mobilisation du groupe adolescent sur la question des réseaux sociaux. Hein. Il y a des super initiatives d'enseignants qui vont travailler sur des campagnes de sensibilisation en faisant des vidéos hein, sur le harcèlement, en créant des concours, etc. Ça permet de responsabiliser, de créer des débats hein, autour de ces questions-là. Donc voilà, la mobilisation par la réponse groupale, elle est essentielle, hein, puisqu'elle permet, et ça peut se faire, mais pas forcément autour des réseaux sociaux, c'est-à-dire que même si on est prof de français ou de maths ou de je sais pas quoi, eh bien, on peut à un moment donné favoriser le travail de groupe, et à travers ça, eh bien, on va travailler l'entraide, l'interrelation, la cohésion groupale, le respect de chacun, etc. Hein, donc vraiment ça c'est hyper important. Après, je suis obligée d'accélérer parce que je vois l'heure, mais le théâtre, le jeu de rôle, les jeux collectifs, les débats, les forums de discussion, les théâtres forums pour les parents, hein, ça c'est important. Et je finirai juste sur une anecdote et ça rebondira sur la dernière question. Quand j'ai mené l'étude sur l'impact des images trash avec ma collègue Sophie GL, eh bien, on est revenu voir les adolescents en leur posant cette question. Que feriez-vous pour protéger vos petits frères ou petites sœurs de l'impact des réseaux sociaux et des images trash qui circulent sur Internet? Eh bien, il y a plus d'un jeune qui nous a répondu, mais madame, vos journées de sensibilisation, là où on passe 2 heures avec un juriste, un avocat ou un psy pour nous raconter ce que c'est que les réseaux sociaux, c'est super, ça nous fait louper 2 heures de classe, mais c'est nos parents qu'il faut former à ce que c'est que les réseaux sociaux. Et donc, on voit là que vraiment, ça passe d'abord par ça, hein, c'est-à-dire il faudrait déjà que les adultes soient sensibilisés à cette question pour qu'ils puissent au mieux accompagner nos enfants, nos adolescents autour des risques, mais aussi de ce qui peut se créer dans ces espaces-là. Donc vous voyez finalement hein, que ça demande à chacun d'être en mouvement, d'être attentif aux évolutions du numérique, attentif à l'autre, à la relation, au groupe, et qu'on remette vraiment ce qu'on oublie dans notre société capitaliste, c'est-à-dire l'empathie, et l'interrelation qui fait que on ne peut pas se vivre sans l'autre. Hein. Donc c'est ça qui est important de remettre au cœur de notre pratique. Voilà, je m'arrête parce que je vois qu'il est 14 heures pile, mais je peux continuer hein, si vous voulez. Un tout grand merci, oui, oui, en effet. Mais merci, Angélique, hein, de nous avoir proposé comme ça ta lecture des réseaux sociaux, du mouvement de l'adolescence, d'ouvrir vraiment ses yeux et de nous mettre en mouvement et en réflexion vraiment autour de cet espace de vie qui nécessite en effet notre présence d'adultes. Voilà, d'une manière sans doute très complexe, qui nous effraie parfois, et je pense que parfois on a envie de pas trop s'en préoccuper, parce que c'est encore un truc en plus, mais je pense que voilà, là on a senti qu'on devait en tout cas y avoir une attention comme à d'autres temps de vie de l'adolescence et de savoir comment il va, comment il vit ce qu'il traverse avec plus ou moins, comme tu l'as dit, plus ou moins de distance, avec cette souplesse comme ça entre cet aller-retour, de ne pas être trop intrusif, mais rester présent.
parce que voilà, je pense que, comme tu l'as souligné aussi, les ados, ils ont bien besoin d'adultes autour d'eux pour pouvoir s'appuyer, en tout cas interroger les choses et de ne pas, enfin voilà, quand tu dis éduquer d'abord nos parents, je pense que c'est aussi une demande des enfants que les adultes restent mobilisés et présents sur ces questions. Donc un tout grand merci. J'ai envie de dire que si vous souhaitez poursuivre la réflexion ou la reprendre, bien la conférence donc sera disponible. Vous pouvez toujours aller télécharger le petit livre, le harcèlement virtuel, qui est en téléchargement libre sur iapaka.be. Et puis on a également enregistré des petites capsules avec Angélique sur cette thématique-là, qui redécoupe un peu ce que tu as présenté aujourd'hui avec des angles et des questions très pratico-pratiques liées à la crise sanitaire aujourd'hui. Voilà, un tout grand merci. On laisse encore l'espace ouvert quelques instants pour que vous puissiez déposer vos messages. Et désolé pour les questions et les suggestions qu'on n'a pas pu aborder, mais voilà, 1 heure, c'est court. Voilà. Mais on vous lit. Merci beaucoup.